Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc ce soir, vous avez remarqué que nous avons le grand privilège d'accueillir Jean Tullard, d'accueillir monsieur le professeur émérite Jean Tullard de l'Institut. Bon, vous êtes tous des auditeurs fidèles et attentifs des conférences du Cercle d'études. Je ne vous ferai donc pas l'affront de vous présenter Jean Tullard. Et vous, monsieur le professeur, nous avons déjà eu le plaisir de vous accueillir, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter le Cercle d'études de la Fondation. Donc je suis normalement dans une situation extrêmement confortable où je n'ai plus rien à dire, sauf que, rien n'étant simple, comme je vous l'ai dit, cette conférence est filmée et diffusée en temps réel sur Facebook. Donc il est possible qu'il y ait quelque part quelques extraterrestres qui se connectent et qui ne connaissent pas le professeur Tullard. Bon. Eh bien alors que ceux-ci sachent que le professeur Tullard est, si l'on peut dire, la référence absolue en matière de compétences napoléoniennes. D'ailleurs, monsieur le professeur, si cette compétence se mesurait, vous serviriez d'étalon et vous seriez à Sèvres. Bon. Mais Dieu merci, vous êtes avec nous. Bon, hein, le spécialiste de cinéma que vous êtes a bien sûr reconnu une honteuse copie d'une phrase d'Audiard dans Le Cave se rebiffe. Bon. Donc, vous avez fait de brillantes études à Louis-le-Grand, vous avez été reçu premier à l'agrégation d'histoire, vous êtes également docteur ès-lettres, vous avez été entre autres directeur d'études à l'école pratique des hautes études, professeur à la Sorbonne et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Bon. Vous êtes également à ce jour président d'honneur de l'Institut Napoléon et président d'honneur de la très sympathique association Les Amis du Musée Murat, que vous voyez ici. Voilà. Vous avez écrit des dizaines d'ouvrages et des dizaines d'ouvrages sur la période Révolution, Consulat, Empire, mais vous avez confessé à plusieurs reprises que vos vraies passions sont, si on oublie momentanément la gastronomie et les pieds nickelés, le cinéma et le roman policier. D'ailleurs, vos trois dictionnaires, c'est dictionnaire Napoléon, dictionnaire du cinéma, dictionnaire du roman policier. Et donc, avec une parfaite logique universitaire, si on réunit vos compétences napoléoniennes et vos compétences au roman policier, nous arrivons au crime sous Napoléon, le sujet de ce soir. Bon. Par ailleurs, vous me permettrez de donner une information pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Monsieur le professeur, votre successeur à la présidence de l'Institut Napoléon, ainsi qu'à la Sorbonne, d'ailleurs, le professeur Boudon, nous a donné récemment une très belle conférence sur l'empire des polices, donc la police, le crime. Deux professeurs universitaires, il était tout à fait logique également que ces deux compétences se réunissent pour une conférence à deux voix. Et pour information, en décembre à la bibliothèque Marmottan, vous donnerez avec le professeur Boudon une conférence sur gendarmes et voleurs à l'époque de Napoléon. Bon, mais ceci est une autre histoire. Bon, monsieur le professeur, je n'ai que trop parlé. D'ailleurs, le temps où je parle est du temps qui est volé à Jean Tullard. Donc je vous laisse immédiatement la parole pour tout le temps que vous voudrez. Vous êtes ici chez vous. Merci, Monsieur le Président. Non, mesdames, messieurs, non, la France de Napoléon n'est pas un pays sûr et tranquille alors que la violence se déploierait à l'extérieur dans ses guerres incessantes avec l'Europe. La violence est aussi à l'intérieur des frontières. Attentats, crimes, actes de brigandage ne cessent de se multiplier en France même. Il faut être prudent lorsqu'on traverse une forêt. Il faut se signer avant d'emprunter une voiture de poste. Il faut prendre toutes ses précautions contre le vol, soigneusement fermer sa porte la nuit, surtout si votre maison est isolée. L'insécurité règne en France sous Napoléon. Première de sa manifestation de cette insécurité, ce sont les attentats contre le chef de l'État. C'est Napoléon qui le reconnaît lui-même à Sainte-Hélène, c'est dans le mémorial, mais on ne sait plus dans quelle version. J'étais assailli de toutes parts et à chaque instant, c'était des fusils à vent, des machines infernales, des complots, des embûches de toute espèce. Le plus célèbre des attentats, c'est la machine infernale de la rue Saint-Nicaise le 24 décembre 1800, alors que Bonaparte se rend à l'Opéra. C'est un attentat royaliste et c'est
sauf erreur, et ça vous montre la modernité de l'époque que nous étudions, c'est, sauf erreur, le premier attentat à la voiture piégée. En effet, un baril de poudre a été posé sur une charrette à laquelle est attelée une vieille jument que tient par la bride une petite fille à laquelle on donnait une petite pièce pour que la jument ne bouge pas. Une mèche dont la longueur a été réglée en fonction de l'arrivée de la voiture du premier consul, qui doit se rendre donc à l'Opéra ce 24 décembre. Au signal donné, le conspirateur allume la mèche et le baril explose. Mais où la mèche n'a pas été de la longueur suffisante, ou ce que l'on dit, le conducteur, le cocher de la voiture du premier consul était ivre et a conduit plus vite que les fois précédentes, vous voyez les ressemblances avec une certaine affaire d'une princesse anglaise. Donc, en tout cas, la machine infernale a explosé après le passage du premier consul. Et néanmoins, les vitres de sa voiture ont été brisées et un des chevaux des cavaliers qui l'escortaient a été blessé. Le bilan de cet attentat à la voiture piégée, donc, c'est 3 femmes tuées, un marchand épicier qui connaît le même sort, et bien sûr, c'est ce qui a horrifié le plus, la petite fille qui tenait la jument et à laquelle le conspirateur avait donné une pièce pour que la jument ne bouge pas. Elle est déchiquetée. On retrouvera des morceaux de son corps sur des toits des maisons voisines. Les maisons voisines ayant été elles-mêmes endommagées et l'on compte évidemment 15 blessés reconnus. Cet attentat est le plus spectaculaire, mais il y avait eu déjà des attentats républicains cette fois avant. Par exemple, ces officiers un peu soudards, Fournier ou Donadieu, qui annonçaient qu'à l'Opéra, lorsque le premier consul arriverait dans sa loge, il se mettrait dans la loge en face et il ferait un carton au pistolet sur le premier consul. Attentats républicains, attentats royalistes, ce ne sont pas les plus redoutables. Il y a aussi les individualités, les attentats sans connotation politique. Ainsi, un étudiant en médecine, Faure, qui, le 6 décembre 1804, lors d'une cérémonie au Champ de Mars, se précipite sur Napoléon au cri de « la liberté ou la mort ». On a l'impression qu'il est un peu agité. En tout cas, il n'est pas armé. C'est ce qui le sauvera et lui permettra de finir dans un asile de fous. Un autre du même genre, Berthois, monte, lui, de Vitré, loge rue Saint-Jacques, et va se précipiter lors d'un des passages de Bonaparte pour... il a un poignard, que voulait-il faire? Probablement le poignarder. Le poignard, c'est bien, c'est le plus commode, mais un certain Claude Villhomme, lui, préfère le pistolet. Vous voyez, ce sont des noms qui ne vous disent rien, mais parce que ces attentats ont manqué. Mais vous voyez, un certain nombre de gens. Et puis il y a mieux. Ah, il y a mieux. Il y a 2 Indiens. Eh oui, des Indiens qui surgissent dans l'histoire napoléonienne. 2 Indiens qui, en novembre 1804, prévoient d'assassiner le premier consul avec des poignards empoisonnés avec un poison de Java. Vous voyez, là, l'attentat est vraiment très exotique. Il y a encore mieux. Il y a des conspirateurs qui se réunissent. Vous connaissez l'histoire des 13 de Balzac. Eh bien, l'histoire des 12 sont 12 conjurés qui se réunissent le 31 mai 1805 pour assassiner le premier consul lorsqu'il sera couronné à Milan. Et les conjurés se réunissent et tirent au sort celui qui aura l'honneur d'assassiner le premier consul. Mais le malheureux, terrassé par l'ampleur de sa mission, échouera complètement. Il y a l'assassinat par procuration. Ah, infiniment plus subtil. Un homme de loi, Denis, qui a une cliente, une dame d'Uri, lui suggère d'assassiner Napoléon. Pourquoi? Parce qu'elle est vieille. Elle est malade,
elle va disparaître, donc qu'elle se rende utile une ultime fois dans son existence et qu'elle s'assimile à Charlotte Corday. Car le brave homme de loi invoque Charlotte Corday et lui expliquant qu'elle est ruinée, eh bien ce sera pour elle une façon de passer à la postérité. Bien entendu, la vieille, on sera incapable d'imiter Charlotte Corday. Et puis, puisqu'on a évoqué Audiard, il y a les tueurs professionnels, ceux qui ont un contrat. Ainsi, parmi ces assassins professionnels, Le Simple et Bonnard vont proposer leurs services au gouvernement britannique. Ce sont des tueurs à gages. Et ils proposent d'assassiner Napoléon en demandant une somme assez importante de 2000 guinées d'acompte. Vous savez, dans le contrat des tueurs, vous avez la moitié à la signature du contrat et l'autre moitié quand l'exécution a été faite. En général, pour la plupart des tueurs, ils encaissent la première partie du contrat, mais ils ne voient jamais la suite, soit parce qu'ils ont échoué, soit parce qu'ils sont assassinés pour qu'ils ne parlent pas ensuite. Donc, ça se ramène, vous voyez, à 2000 guinées. Et ces tueurs à gages sont tellement mauvais qu'à peine arrivés à Paris, ils sont repérés par la police et arrêtés. Alors, il y a aussi un vieux tueur à gages qui s'appelle Guillet, qui, est dans des difficultés financières. Alors, il va voir Fox, le Premier ministre anglais, et il lui dit, voilà, Monsieur le ministre, je suis prêt à assassiner Napoléon. J'ai déjà dans mon palmarès assassiné telle rentière, tel... Bon, il lui énumère son palmarès, et il dit, voilà, je suis prêt à faire tuer Bonaparte. À l'époque, c'était encore Bonaparte. Et Fox lui dit très bien, mais Fox se garde de lui donner un acompte. Et j'allais dire, il prend son téléphone pour appeler Talleyrand et lui dire, dites donc, là il y a un zigoto qui va arriver, un certain Guillet, vous le saisissez, et on ne sait pas si on l'envoie à Charenton ou s'il se retrouve en prison, en tout cas on perd sa trace. Vous voyez donc combien sont variées les tentatives d'assassinat contre Bonaparte. Et combien, c'est extraordinaire, ce climat d'insécurité. Ça encore, ce sont des petits assassins. Mais il y a le tyrannicide qui prend une dimension patriotique. Car Bonaparte, devenu Napoléon, opprime, entre guillemets, l'Europe. Et donc, il y a des patriotes qui prévoient l'assassinat de Napoléon. En Italie, il y a plusieurs Brutus qui se déclarent Brutus et qui sont signalés comme tels dans les rapports de Fouché. En Espagne, quand Napoléon passe en Espagne, il y a des assassins qui sont tout près. Et Talleyrand et Fouché ont si peur de ces assassins que vous le rappelez, alors qu'ils s'étaient brouillés, ils se réconcilient à l'hôtel Matignon. L'hôtel Matignon, c'est le lieu de toutes les trahisons. Et donc, ils se réunissent à l'hôtel Matignon et ils prévoient un remplaçant au cas où Napoléon serait assassiné, qui serait Murat. Et ils envoient d'ailleurs des courriers prévenir Murat, mais ces courriers sont interceptés, vous le savez, par Eugène en passant à Milan. Donc, il y a ensuite, après l'Espagne et l'Italie, il y a l'Allemagne. Il y a le fameux attentat de Frédéric Staps avec son couteau de cuisine qui s'est approché très près de Napoléon et qui a été démasqué par Schulmeister. Tous ces attentats reposent sur l'idée que si l'on assassine Napoléon, le régime s'écroulera puisque Napoléon n'a pas d'héritier. Donc c'est un attentat rentable. Pas ces absurdes attentats contre certains hommes d'État qui ne riment à rien. Là, c'est programmé. Mais après le mariage de Napoléon avec Marie-Louise, après la naissance du roi de Rome, eh bien ça continue. Il y a encore des assassins. Voilà que la Sala, en 1812, vient de Leipzig pour assassiner Napoléon. Mais il se décourage et finalement, il se retrouvera en prison. Il y a, en 1813, le complot des gardes d'honneur autour de Philippe de Ségur, qui prévoit, eux aussi, d'assassiner Napoléon. Il y a le 3 mars 1814, alors que Napoléon n'a pas encore abdiqué, que la bataille de Paris vient de s'achever et qu'on a le sentiment que pour restaurer Louis XVIII, c'est encore un obstacle. Il n'a pas donc encore abdiqué. Talleyrand a l'idée de faire appel à Maubreuil
pour l'assassiner. Monbreuil dit « Ah, moi non, je ne suis pas un tueur à gages comme ça. Je demande 12 hommes avec moi et j'irai défier Napoléon qui sera encadré de son état-major et je le tuerai en combat singulier. » Ça n'aboutira pas parce que Napoléon abdiquant sauve ainsi sa vie, car Monbreuil l'aurait peut-être assassiné. Et donc, vous voyez que, en définitive, Monbreuil va se faire la main sur les bijoux de je ne sais plus quelle princesse épouse de l'un des frères de Napoléon. Mais tous ces complots ont pour but de tuer Napoléon. Et ils créent un climat de psychose. La conspiration de l'an 12, la grande conspiration de Cadoudal, a secoué Paris, a secoué les esprits, a montré la fragilité du régime. Fragilité du régime telle que, même après naissance du roi de Rome, le général Mallet, que Thierry Lance a étudié dans un livre devenu classique, et maintenant le livre de référence, le général Mallet lui résout le problème. Tous les autres voulaient assassiner Napoléon. Mallet dit non, Napoléon est mort. Il est mort. Donc c'est bien plus simple. Et là, c'est l'assassinat parfait, puisqu'on le tue sans l'avoir vraiment tué. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une psychose du crime, une psychose de l'attentat, un climat d'insécurité, comme nous le connaissons presque aujourd'hui, mais quand même de façon plus sérieuse aujourd'hui. Mais ça, bon, ce sont des attentats plus graves. Et l'insécurité sur les routes due au brigandage. Ah, les brigands. Les brigands, c'est une tradition à mal endémique en France. Sous l'Ancien Régime, rappelez-vous, Cartouche et Mandrin. Cartouche et Mandrin, c'était les grands brigands de l'époque. Et puis, il y a eu la grande peur de l'été 1789, où encore on croyait voir des brigands partout. Et donc, c'était un affolement dès qu'il y avait un nuage de poussière à la proximité d'un village. On disait « Les brigands arrivent !» Alors tout le monde se cachait, et quand la poussière se dissipait, on voyait que c'était un paisible berger qui rentrait son troupeau à l'étable. Donc, il y a toujours cette peur du brigand. Et le brigandage va prendre un essor avec la conjoncture politique, les royalistes, avec la conjoncture religieuse, les curés réfractaires contre les curés constitutionnels, et une révolte sociale avec la misère qui se développe. Et donc, entre 1795 et 1799, il y a des bandes fameuses et redoutables. Il y a les chauffeurs du Nord. Les chauffeurs du Nord sont ceux qui chauffent les plantes des pieds des fermiers considérés comme riches. Et c'est extrêmement efficace. Je pense que Harpagon lui-même, tombé aux mains des chauffeurs du Nord, aurait avoué où était sa cassette. Même Harpagon, tellement c'est douloureux. Puis alors, après, quand on a eu la cassette, on tue le type, on viole son épouse et ses filles, et on met le feu à la ferme. Ce sont les chauffeurs du Nord. Il y a la bande d'Orgères dans la Beauce, non moins redoutable. Et puis, dans le Midi, il y a les Compagnons du Soleil. Donc, vous voyez des bandes célèbres par leurs crimes qui vont dévaster littéralement le territoire, mais dans certaines régions, pas partout. Et puis, donc, cela se traduit aussi, non seulement par des fermes isolées, mais aussi par l'attaque des recettes des impôts. Les fameuses attaques du fourgon postal, traditionnel, il y en a eu un fameux en Angleterre, eh bien, ça existe déjà sous Napoléon. On attaque le fourgon postal, c'est-à-dire la diligence qui transporte la recette. Ce qui montre qu'il y a quelquefois une complicité d'employer des finances avec précisément les brigands pour qu'ils sachent que c'est à ce moment-là. L'attaque la plus fameuse dans cette période, mais qui touche Napoléon, c'est évidemment l'affaire du courrier de Lyon. Car le courrier de Lyon, qui est attaqué, transportait 7 millions en assignats, il est vrai, 7 millions destinés à l'armée d'Italie de Bonaparte. Et ils sont attaqués par 6 cavaliers près de Melun. Et vous savez que cela donnera naissance à tout un drame, toute une série d'affaires, parce que l'un des présumés attaquants, le Surc, sera défendu par sa famille. On prétendra que le Surc, qui fut finalement guillotiné, était innocent. Alors là, j'ouvre la parenthèse, je la referme aussitôt. Non, le Surc était indiscutablement complice de l'affaire.
Était-il le cavalier? L'a-t-on confondu avec Dubosc? En tout cas, il est au palais de justice au moment où l'affaire s'est instruite, donc pour avoir des renseignements, et c'est là qu'il est reconnu. Et d'autre part, il a un alibi parfait. Il prétend qu'il est allé chez un bijoutier le jour de l'attaque pour acheter un bijou. Donc, le tribunal fait venir le bijoutier avec son livre de compte, et on découvre que le livre de compte a été falsifié, qu'un 6 s'est transformé en 9, ce qui accable effectivement le Surc, explique qu'il soit envoyé à l'échafaud. De toute façon, c'était un personnage un peu trouble, sa famille était à Arras, lui-même spéculait sur les biens nationaux, c'est probablement de ces hommes d'affaires qui financent les gros coups. S'il n'était pas dans l'attaque du Courrier de Lyon, il en fut néanmoins l'un des complices. Alors, sous le Consulat et l'Empire, le brigandage donc continue. Les premières bandes d'Orgères et autres ont été décimées, mais il y aura d'autres attaques. Il y en a constamment, presque dans les bulletins de police de Fouché, presque tous les jours. Et il y a aussi, plus spectaculaire, les enlèvements. Vous savez, tout est moderne. Rappelez-vous l'enlèvement de je ne sais plus quel baron à qui on avait coupé un doigt. Eh bien là, merci. Donc là, on enlève. Et on n'enlève pas n'importe qui. On commence par enlever le sénateur Clément de Ris. Grande figure du Sénat, c'est beaucoup dire, mais enfin, un sénateur, il est considérable. Et voilà que le 23 septembre 1800, alors qu'il est en train de se dorer au soleil dans son château de Beauvais, mais un château qui s'appelle ainsi, mais qui est près de Tours, 6 cavaliers surgissent, encore 6, et l'enlèvent. On le prend à partie, on fouille partout, dans son bureau, partout, on enlève quelques bijoux, on le bande les yeux et on l'enlève. Alors immédiatement, c'est l'affolement. Le préfet perd ses moyens d'ailleurs, parce qu'enlever un sénateur, c'est la tuile pour son département, surtout que les préfets débutent. Je vous rappelle, nous sommes en 1800, donc le type n'a pas encore rodé, il s'affole complètement, donc on ne trouve pas le sénateur Clément de Ris. Mais 3 jours après, la famille reçoit une lettre demandant une rançon de 50 000 francs. Alors, on va déposer la rançon à Blois, dans l'hôtel des 3 marchands. Et bien entendu, on n'est pas idiot. La police guette, mais personne ne viendra chercher la rançon. Et néanmoins, Clément de Ris est libéré. Et quand on l'interroge, il dit « Je ne sais pas où j'étais, je ne sais pas, je ne sais rien, mes ravisseurs ne m'ont pas parlé, je suis incapable. » Il se mure dans un silence. Et donc l'affaire s'étoufferait si ne survenait, je rappelle, nous avons dit en septembre 1800, ne survenait l'explosion de la machine infernale le 24 décembre. Vous voyez que c'est une époque troublée. Enfin, vous avez l'air de considérer que c'était une époque paisible. Bon, on battait à l'extérieur, mais en France, non. Et donc, à ce moment-là, Fouché, qui est accusé d'avoir protégé les Jacobins auxquels on attribue la machine infernale, doit faire du zèle avec l'enlèvement du sénateur Clément de Ris, alors qu'avant, il ne bougeait pas beaucoup. Et donc, il va retrouver 3 gentilshommes qui seront accusés de cet enlèvement et qui seront jugés 2 fois sans que jamais Clément de Ris ne vienne les reconnaître et qui seront guillotinés. Voilà l'enlèvement de Clément de Ris. Vous voyez qu'il laisse beaucoup d'obscurité et que donc Balzac, dans une ténébreuse affaire, nous livre ce qui pour lui serait la clé de cet enlèvement. En effet, Marengo, nous remontons en juin, à Marengo, Bonaparte, dans un premier temps, est battu. Et donc, les courriers arrivent à Paris pour annoncer la défaite de Bonaparte. Je vous le dis, nous sommes en juin 1800. Je vous ai dit, il faut insister sur l'instabilité, la fragilité de ce régime. Donc, Talleyrand et Fouché, l'un ministre des Relations extérieures, l'autre ministre de la Police, disent, ça y est, il faut créer un nouveau gouvernement, il faut surtout éviter le vide, jamais de vide. Donc, ils créent un triumvirat. Talleyrand, Fouché, et comme ils font un 3e, et vous savez que dans les triumvirats, il y a César, Pompée, puis le 3e, tout le monde l'oublie, c'est Crassus. Dans Octave, Marc-Antoine, et le 3e, on l'oublie toujours, c'est Lépide.
Et là, le lepid crassus de ce triumvirat, ce serait Clément de Rys, qui est une figure du Sénat. On dit, tiens, il faut qu'il y ait un sénateur, ça fera bien dans le triumvirat. Et donc, il commence à lancer des proclamations pour dire Bonaparte a été vaincu, il n'est plus premier consul, il faut réagir. Et alors, je ne peux pas vous en dire plus, puisque ces proclamations, on ne les a pas. Donc, je suis en train de les inventer devant vous. Et donc, ce triumvirat prend le pouvoir. Mais voilà que des estafettes arrivent, qui annoncent que grâce à Thésée, la bataille de Marengo a changé et que Bonaparte est victorieux. Alors, immédiatement, Talleyrand et Fouché brûlent toutes ces proclamations. C'est vrai, je les inventais devant vous. Donc, ils les brûlent. Mais Clément de Rys ne les brûle pas. Était-il idiot? Ou au contraire, était-il très malin et ne les garde-t-il pas pour faire ensuite chanter Talleyrand et Fouché? Mal lui en prend, parce que Fouché, sachant qu'il ne les a pas détruits, l'aurait fait enlever pour qu'il restitue, la rançon ce serait ça, pour qu'il restitue les proclamations compromettantes. C'est la position de Balzac dans Une ténébreuse affaire, l'un de ses chefs-d'œuvre. Lisez Balzac, si vous aimez Napoléon, vous ne pouvez pas ignorer Balzac. C'est le plus grand romancier pour cette période. Eh bien, apparemment, il invente, nous n'avons aucune preuve, si ce n'est les mémoires de la duchesse d'Abrantès. Mais vous savez que c'est la référence au nid. Tous ceux qui ont été mes élèves sauraient interdire de citer la duchesse d'Abrac à d'Abrantès parce que c'est Balzac qui les a rédigés. Donc vous voyez que nous retombons sur nos pieds et que c'est probablement une invention de Balzac. Mais belle histoire. Il y a un deuxième enlèvement, parce qu'on fait dans les personnalités, c'est l'évêque de Vannes, Ponsemont. Ponsemont, qui était enlevé en avril 1806. Et il n'est libéré, lui, pas contre une rançon, mais contre deux détenus politiques qui étaient détenus à Vannes. Donc on échange, c'est un échange d'otages en quelque sorte, on échange Ponsemont contre deux détenus politiques, dont l'un sera ensuite repris, Bertin, et livrera l'auteur de cet enlèvement, le nom de cette, et il livrera l'homme lui-même, Laë Saint-Hilaire, qui est un chouan fameux et qui a réussi cet enlèvement, mais qui, pris par la police, sera fusillé le 7 octobre 1806. Traverser les Alpes pour aller en Italie est une des choses les plus dangereuses au monde. Mieux vaut traverser le Tibet. En effet, le pape, pour venir à Paris, sacré Napoléon, traverse les Alpes. Et ses bagages lui sont volés. On ne respecte rien à l'époque, vraiment, même pas le pape, on lui vole ses bagages. Salicetti, c'est ça en 1804, Salicetti en 1805 se fait également agresser et détrousser. Et effectivement, il y a là d'autres personnalités qui sont, comme le général Millot, qui sont ainsi agressés. Un général, un pape, un homme politique influent, bref, le brigandage sévit partout et n'hésite pas à s'attaquer à un évêque et même au pape. Le brigandage n'est pas limité d'ailleurs à la France. Il y a aussi l'Italie sous domination française. Et voici que surgit en Calabre Fra Diavolo. Fra Diavolo, c'est un des brigands de l'époque napoléonienne, immortalisé par Auber dans ce fameux opéra Fra Diavolo, et bien entendu par nos chers Laurel et Hardy, qui ont fait un film fameux dans les années 34 sur Fra Diavolo. En Allemagne, sur le Rhin, il y a Schinderhannes, Jean l'écorcheur, qui sévit sur le Rhin et qui, lui, va inspirer également de très nombreux films allemands. Il y a Ménaud dans le Piémont, qui est, lui, comme d'ailleurs les autres ont été pris, le Fra Diavolo pendu et Schinderhannes guillotiné. Ménaud, lui, sera tué au combat et lorsqu'on prendra sa dépouille, on le reconnaîtra parce qu'il porte sur sa redingote la Légion d'honneur du général Millot. Voilà au moins un brigand qui a du goût et qui se décore lui-même de la Légion d'honneur. Alors il y a une baisse du brigandage dans les années 1806-1808
Et puis ça remonte en 1810 avec les réfractaires, les déserteurs, la crise agricole. S'il n'y avait, mesdames, messieurs, que les brigands pour l'insécurité, mon Dieu, c'est assez pittoresque. Ils tuent, mais enfin, bon, pas toujours. Quelquefois, ils se contentent de détrousser. Et malheureusement, il y a aussi, plus redoutable que les brigands, les contrebandiers. La contrebande est un des facteurs d'insécurité les plus grands pendant cette période. Vous vous rappelez que Napoléon, après Trafalgar, incapable d'envahir l'Angleterre, lance la guerre économique contre Londres avec le blocus continental. Le fameux décret de Berlin du 21 novembre 1806 proclame que les îles britanniques sont en état de blocus. Comme on n'a pas de navire pour les bloquer, ce sont les ports du continent qui tous, c'est ce qui explique les conquêtes de Napoléon quand un pays ne veut pas se soumettre, tous doivent se fermer au commerce anglais. Ce qui signifie que, eh bien, plus de thé, car c'était les Anglais qui l'exportaient. Plus de café, c'était les Anglais qui l'exportaient. Plus de cacao, c'était les Anglais qui l'exportaient. Plus de sucre, plus de produits manufacturés. C'est la disette. Même un homme comme Hegel qui, à Iéna, avait vu Napoléon et avait dit « J'ai vu l'âme du monde à cheval ». Ce qu'on ne comprend, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais enfin, c'est du Hegel, hein, donc c'est toujours génial. Et donc, Hegel, qui a donc admis, on peut considérer que là, Hegel admire Napoléon, si tenté qu'on puisse comprendre ce que dit Hegel, donc là, c'est vraiment admiratif. Et, quelque temps plus tard, lui qui avait l'habitude, le matin, de prendre sa petite tasse de café, plus de café. Il y a des succédanés. Il y a une sorte de chicorée, de jus de chaussette, qu'il baptise d'ailleurs café patriotique. Patriotique, puisqu'on condamne les Anglais. Alors là, ça commence tout à coup à changer. Il commence à faire des grimaces, parce que le jus patriotique ne vaut pas le café des Anglais. Et donc, pour être philosophe, on n'en est pas moins homme. Il va chercher à se procurer du bon café, car sinon, la dialectique, elle est fichue, s'il n'a pas son café pour le stimuler. Donc, il va faire appel à la contrebande. La contrebande va prendre un essor énorme. La mer du Nord, la Baltique, la Méditerranée, toutes les mers européennes sont sillonnées de navires anglais qui débarquent les marchandises, qui les débarquent à Heligoland, qui les débarquent à Hambourg, qui les débarquent à Trieste. Et, sitôt débarquées, ces marchandises sont prises en compte par des bandes de véritables armées de contrebandiers qui vont les faire circuler à travers l'Europe vers les capitales, vers ceux qui les achèteront ensuite. Le contrebandier est armé. Il est plus armé même que le brigand. Et en plus, il est mieux payé que le brigand, ce qui fait que des villages entiers font de la contrebande. Et il y a des affrontements armés avec les douaniers. Mais des véritables batailles rangées qui sont décrites dans les bulletins de police. Je n'ai pas le temps de vous les évoquer. Mais ce sont de véritables guerres entre douaniers et contrebandiers. D'ailleurs, les marchandises qu'ils transportent sont assurées. C'est-à-dire qu'il y a des assurances anglaises qui vous assurent les marchandises en contrebande. Et l'ingéniosité des contrebandiers est telle que quelquefois on en est stupéfait. Nous sommes à Strasbourg en 1813. Bessières a été tué et Napoléon a donné l'ordre que l'on ramène avec les honneurs sa dépouille en France. Et donc, le cortège funèbre arrive à Strasbourg, au poste de douane de Strasbourg, où sont les douaniers. Il arrive seulement, alors immédiatement, on voit ce cortège funèbre, les douaniers se mettent au garde-à-vous et saluent le corbillard, le cercueil de Bessières. Il y en a un qui regarde un peu, en même temps qu'il salue, il pense à autre chose, il regarde un peu plus loin, et il se dit, mais ça ne va pas. Il aperçoit un deuxième corbillard qui arrive derrière celui-là.
Alors ils s'interrogent, ils s'arrêtent immédiatement le premier corbillard et ils vont évidemment confrontés à ces deux corbillards. Ils ouvrent le premier et à la place de la dépouille de Bessières, il y a du sucre, du café qui était dans le cercueil présumé de Bessières. Il y a aussi les chiens. Les chiens sont très utilisés par les douaniers à l'époque. Alors on les attache, on les dresse avec des sucreries et hop, ils franchissent les frontières allègrement pour aller rejoindre soit la petite chienne en face, soit pour avoir le morceau de sucre qui est de l'autre côté. Bref, c'est dans les vallées des Alpes, dans les vallées des Pyrénées et également sur le Rhin, il y a véritablement une contrebande qui crée une insécurité qui s'ajoute, vous le voyez, au brigandage. Ce crime, enfin ces criminels, relèvent de la conjoncture. Mais tout cela, ce sont des épiphénomènes qui ne dureront pas. Il suffit que le blocus continental cesse pour que les contrebandiers rentrent chez eux. Il y a une criminalité beaucoup plus redoutable qui apparaît, c'est la criminalité urbaine, et la criminalité notamment à Paris. À Paris, en effet, il y a 546 856 habitants en 1804. Et il y en a 622 636 en 1811 et il y en a 713 066 en 1817. C'est-à-dire que Paris se gonfle. Paris se gonfle de ses habitants nouveaux. Pourquoi ? Parce que les grands travaux décidés par Napoléon, les embellissements de Paris, attirent toute une main-d'œuvre qui vient essentiellement de province. Ce sont les ramoneurs savoyards, ce sont les tailleurs de pierre du Calvados, ce sont les maçons du Cantal. Bref, ces gens viennent travailler parce qu'ils ont de l'emploi à Paris et donc ils travaillent pendant la belle saison et à la morte saison, cette immigration, qui est une immigration saisonnière, repart pour rejoindre Bobonne et les enfants et apporter l'argent que l'on a gagné. Mais il y en a qui se disent « Bobonne, c'est moche ». Il y a des Parisiennes qui sont nettement mieux. Après tout, pourquoi rentrerais-je à Paris ? Et donc, ils vont rester tranquillement pendant la morte saison. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller dans un troquet, dans un tapis franc. Ils vont pour boire, ils vont rencontrer des prostituées. Bon, tout l'argent qu'ils avaient amassé et que Bobonne ne verra jamais passe chez les prostituées, dans les tapis francs et autres, et dans les jeux aussi, car les jeux sont très importants. Et par conséquent, ces gens se paupérisent progressivement, deviennent oisifs, sont incapables de reprendre le travail, et l'on voit se gonfler un nombre de mendiants important. Il y a en 1803 86 936 mendiants. On vous a dit tout à l'heure qu'il y avait 9 millions de Français qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. Là, vous en avez, rien qu'à Paris, 86 936 et 102 806 en 1813. C'est aux barrières de Paris, au cœur de la cité, et près du faubourg Saint-Antoine ou du faubourg Saint-Marcel, c'est une agglomération de gens qui ne sont pas sans rappeler, rappelez-vous, l'ancienne cour des miracles de Louis XIV, que l'Araignée avait su chasser. Cette masse, elle fournit des voleurs de plus en plus nombreux, de plus en plus audacieux, qui réussissent des exploits extraordinaires. Il y a par exemple un vol au cabinet des antiques du Louvre. Mais il y a mieux, on vole les boules de lance des grilles des Tuileries, qui sont en cuivre. On les vole, les grilles des Tuileries. Des voleurs sont assez audacieux pour le faire, car ces voleurs, certains sont de véritables acrobates, ainsi d'Elvèze, qu'on appelle l'écrevisse, tellement il sait marcher de façon étrange. Donc, les vols se multiplient, des vols spectaculaires, et créent la panique. Pendant certains hivers, Paris a peur. C'est dans les rapports de police, Paris a peur parce que l'audace des voleurs est extraordinaire. S'y ajoute, Paris étant enfermé par les barrières de l'octroi,
dont il vous reste pas loin d'Enfer Rochereau les barrières de Ledoux, que vous pouvez voir. Paris étant enfermé dans les barrières de l'octroi, il y a les fraudeurs de l'octroi, qui, comme les contrebandiers, s'organisent en bande et passent en forçant les barrières ou en creusant des tunnels pour passer sous les barrières. Bref, vous voyez que Paris est une ville dangereuse qui est alimentée par les ouvriers au chômage. Et voici qu'apparaît la grande idée que développera Frégier sous la monarchie de Juillet, classe laborieuse, classe dangereuse. La criminalité se nourrit des ouvriers sans travail. Ce sont eux qui alimentent dans les villes, mais ce serait valable aussi en province pour les brigands, mais ce sont eux qui alimentent véritablement ces bandits dont l'audace ne connaît plus de limite. Et donc on voit à Paris une sorte de panique qui s'organise, et puis aussi on se passionne pour les faits divers. Le fait divers va maintenant prendre une importance considérable, annonçant ce que sera ensuite la Gazette des tribunaux, le premier journal avant Détective, la Gazette des tribunaux, que je recommande à tous ceux qui cherchent, puisqu'on a parlé de romans policiers, des idées de romans policiers, de lire la Gazette des tribunaux. Vous avez toutes les affaires criminelles et vous retrouvez un certain nombre de ces voleurs audacieux. Une des affaires qui remue le plus, peu connue, c'est l'affaire de l'aveugle du bonheur. L'aveugle du bonheur, je vous rappelle que nous sommes dans un milieu troublé, le jeu a une très grande importance, et l'aveugle du bonheur, qui est un ancien artificier, qui a été victime d'une explosion et qui est devenu aveugle, propose, auprès du Pont-Neuf, une grande roue avec des cartouches où il y a des numéros de loterie. Et donc il fait tourner la roue et il vous tire un billet de loterie, et il faut croire qu'il avait la main heureuse, ou qu'alors les gens étaient vraiment stupides, ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des gens qui jouent au loto. Les gens lui achetaient ça, donc il faisait des affaires d'or. Alors, bien entendu, pour l'assister, il avait un jeune assistant, et puis il avait aussi Fanchette, une jolie fille, qui tirait la charrue. Or, voilà qu'un jour, ce qui se passe, c'est que la charrette, il découvre qu'autour de la charrette, eh bien, mon Dieu, il y a une amourette qui s'esquisse entre son assistant et Fanchette. Alors, il est aveugle, mais quand même, il devine que Fanchette n'est pas mal d'une part, et que d'autre part, elle va le quitter. Et donc, il va déposer une bûche, il est artificier, remplie de poudre, dans la chambre du beau jeune homme, et quand le beau jeune homme doit allumer son feu, il va exploser. Toujours la machine infernale. Et donc, malheureusement, il a mal calculé, comme il est aveugle, il ne sait pas il n'a pas mis le dosage qu'il fallait. Bref, l'assistant n'est pas tué, mais on découvre l'affaire, il est accusé de crime et il est condamné à mort. Il est condamné à mort, bien qu'aveugle. Et donc, on le conduit dans la charrette fatale vers l'échafaud, mais il va vers l'échafaud, mais il ne voit pas la guillotine. Mais au moment où il monte sur l'échafaud, on arrête tout parce qu'on n'a pas eu l'avis de Napoléon, qui était alors à Milan, pour savoir si le gracier, l'empereur a le droit de grâce, si le gracier l'aveugle. Et on peut penser que, étant un aveugle, mon Dieu, l'empereur allait peut-être le gracier. Donc le brave aveugle est déjà sur l'échafaud, il va presque introduire, mais il ne voit rien, mais il va presque introduire sa tête dans la lunette lorsque on le ramène. Et puis, l'empereur ne gracie pas. On ne rigole pas à l'époque avec ça. Eh bien, il ne gracie pas. Et donc, une deuxième fois, l'aveugle est entraîné. Et cette fois, il sera réellement guillotiné. Mais l'aveugle du bonheur est une affaire qui passionne les gens à l'époque. C'est un de ces faits divers, et vous en trouverez dans mon livre d'autres de ces crimes extraordinaires qui font les délices aujourd'hui des lecteurs de détectives. Vous voyez que
c'est quand même extraordinaire, ce climat de crime, ce climat d'insécurité, ce climat de terreur qui existe dans cette France de Napoléon. Alors, il faudrait se demander pourquoi cette insécurité. La première raison qui vient à l'esprit, c'est que nous sommes dans une période de changement de société. La société d'Ancien Régime s'est écroulée lors de la nuit du 4 août 1789. C'est un écroulement complet en une nuit de toute une société. Les privilèges, les droits féodaux, tout s'écroule, tout disparaît, ce qui faisait les fondements de cette société. Et elle n'est reconstruite que sous le Consulat, avec le Code civil. Mais il faut que le Code civil s'applique. Et donc, vous voyez qu'il y a une période de transition, d'instabilité sociale, à laquelle s'ajoute l'instabilité politique. Car vous ne savez pas quel sera l'avenir du consulat. Et donc, les propriétaires de biens nationaux qui ont acheté ces biens nationaux, ils se disent, et si les émigrés rentraient, et qu'est-ce qui se passerait? Je serais forcé de les rendre. Et les émigrés qui se sont ralliés à Napoléon, ils disent, mais après tout, il n'est peut-être pas là pour longtemps, il faudrait que j'assure aussi mes arrières vis-à-vis de Louis XVIII. Bref, nous sommes, et j'y insiste beaucoup, dans une période d'instabilité, dans une période instable. Puis il y a les crises économiques. Les crises économiques, crise de 1805, crise de 1810 surtout, et les chômeurs sont alors nombreux, et les chômeurs, c'est aussi les ouvriers agricoles ou autres, eh bien tout cela va nourrir les armées du crime. Et puis, cette violence, comment n'existerait-elle pas alors que la guerre sévit constamment, avec une seule pause après la paix d'Amiens. Et la guerre crée un climat de violence à l'intérieur du pays. Vous voyez, ces officiers que je vous ai évoqués, prêts à faire un carton sur le premier consul, à l'opéra. Vous voyez, ces officiers qui se battent constamment en duel, les Rix, rappelez-vous Les Duellistes, le très beau film de Ridley Scott. Il y a donc aussi les conscrits. La conscription amène un certain nombre d'émeutes, et surtout après la guerre d'Espagne. Et puis, il y a les réfractaires, il y a les déserteurs. Bref, nous sommes dans une société instable. Ah, le Code civil, c'est beau, mais c'est beau sur le papier. Dans la réalité, c'est une société profondément troublée. Alors, mesdames, messieurs, se pose la question, que fait la police? Car c'est toujours ainsi. Je passerai plus brièvement sur la police, puisque vous avez eu la chance d'entendre mon successeur, Jacques-Olivier Boudon, vous parler de l'empire des polices. Mais il faut quand même que je l'évoque pour que vous compreniez mieux le développement de cette criminalité et les moyens de la combattre. Le premier responsable, au fond, de cette insécurité, on serait tenté de dire que c'est Fouché, pourtant le créateur de la police moderne. Car Fouché est passionné par la police politique. Les coups d'État, les attentats, les intrigues au Sénat, etc. Ça, il sait tout ça. Cette police politique dite la haute police, cette police politique, eh bien, elle le passionne. Mais en revanche, il abandonne, et je reprends sa formule, les filles, les boues et les réverbères au préfet de police. Et il abandonne les vols de poulets et le viol des filles de ferme aux gendarmes et aux gardes champêtres. Ça ne l'intéresse pas. Et donc, il s'ensuit que, effectivement, c'est sur les gendarmes en province, c'est sur la préfecture de police à Paris que repose essentiellement la lutte contre le crime. Alors les gendarmes, ils sont très bien. Ils sont extrêmement courageux. Et je vais vous en donner un exemple, un seul, mais il y en aurait beaucoup. En août 1804, des brigands décident, près d'Alençon, d'aller attaquer la demeure d'une dame Baudovre à Dormigny. Ils savent que cette dame est riche, et donc ils vont l'attaquer. Mais il y a un des complices qui livre l'affaire à la gendarmerie, et donc le colonel de gendarmerie, Cavalier,
est averti et donc il va tendre un traquenard. Il place dans la maison, avant que l'attaque ait lieu, le lieutenant Davoust et 4 gendarmes. Et il en planque d'autres à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est le piège. Les brigands arrivent, tapent à la porte, ils se présentent comme les représentants du préfet. Alors bien entendu, on ne leur répond pas. Et ils enfoncent la porte. À 5, ils entrent et ils se font remettre sous la menace par la brave dame une somme de 600 francs. Et au moment où la brave dame les remet, c'est le flagrant délit. Donc à ce moment-là, les gendarmes qui étaient planqués dans la maison se précipitent sur les voleurs, échangent de coups de feu. Les armes des gendarmes sont plus perfectionnées que celles des voleurs. Un brigand est tué, un autre s'efforce de sortir par la fenêtre, se sauver, il est abattu par les gendarmes, et finalement un autre est grièvement blessé et sera fusillé, car on fusille les brigands en général. Donc vous voyez que les gendarmes sont actifs, ils montent des traquenards, ils méritent le respect. Seulement, comme Napoléon manque de plus en plus de soldats, il envoie les gendarmes, notamment en Espagne. En Espagne, parce que les gendarmes ont l'habitude des embuscades avec les brigands et autres, donc on les envoie en Espagne, et donc les effectifs manquent. Quant aux gardes champêtres, saluons-les, les assassinats de gardes champêtres pendant l'époque napoléonienne sont très nombreux, parce que le garde champêtre, c'est les délits forestiers, c'est la conscription, c'est les brigands. Bref, de très nombreux gardes champêtres sont assassinés. Alors, revenons à Paris et revenons à la préfecture de police. Car c'est le moment où, en même temps que naît la criminalité, naît la police criminelle. À la préfecture de police, donc créée par la loi de Pluviôse en 8, à la préfecture de police, il y a d'excellents policiers qui inventent les méthodes modernes que nous connaissons aujourd'hui. Il y a d'abord le chef de la police politique, grand spécialiste de la torture qui manque un peu de discrétion parce qu'on écrase les doigts entre deux planches, ce qui paraît très douloureux, ou avec un chien de fusil. Et lorsque Picot, l'un des complices de Cadoudal, se fera, au moment de son procès, interrogé par le président qui lui dit « Mais vous avez avoué ?» Il dit « Oui, j'ai avoué. » Il montre sa main mutilée. Là, Bertrand manquait un peu de discrétion. Et il avait d'ailleurs un parfait cynisme, car il disait « On ne se trompe jamais ici que quand on remet en liberté. » Belle devise pour un policier, vous le voyez. Il y a Bouche Sèche, qui est le personnage spécialisé dans la police des mœurs. C'est lui qui a persécuté longtemps le marquis de Sade. C'était d'ailleurs un géographe d'une très grande culture, comme Bertrand, qui à l'origine était un imprimeur. Et puis il y a surtout, et c'est sur cela que je voudrais insister, puisque nous sommes dans le monde du crime, c'est Henri. Henri, qui est le chef de ce qu'on appellerait aujourd'hui la police judiciaire. Henri, c'est l'homme qui procède par déduction. Lorsque un vol est commis, il sait qui l'a commis en relevant les indices. Car chaque voleur a son procédé. Ces voleurs parisiens, chacun, il y en a qui cassent un carreau, il y en a qui passent par un balcon, etc. Il dit « Ah, c'est celui-là ». Il faudra donc le retrouver. Et c'est lui qui va remonter jusqu'aux auteurs de l'explosion de la machine infernale. Car revenons à cette machine infernale, on ne sait pas au départ qui a commis l'explosion. Et pour Bonaparte, ce sont les Jacobins. Fouché, évidemment, ça le met dans une situation difficile, lui-même ancien Jacobin. Et donc, il confie au limier de la préfecture de police le soin de retrouver. Or, que fait Henri ? Les indices. Mesdames, Messieurs, les indices, ce qui va faire ensuite la fortune de tous les auteurs de romans policiers, les indices, rappelez-vous Zadig de Voltaire, comment Zadig réidentifie le chien de la favorite du grand vizir par les empreintes dans le sable. Eh bien, Henri, il a des indices. Il a notamment le cheval. Car si l'arrière du cheval a été emporté, la tête est restée. Alors que va-t-il faire ? Eh bien, il va voir les marchands de chevaux. Et donc, bonjour, Père Michel, vous le reconnaissez ? Ah non,
non, vraiment, non, quand même, je ne vends pas des chevaux aussi vieux, aussi moches, non, quand même, vous ne me flattez pas. Bon. Bonjour, Père Ernest, vous me reconnaissez? Non, c'est folle, non, jamais vu ça, pas une très belle bête, non, ça. Bonjour, Père Ernest, Père Édouard, vous reconnaissez? Ah, mais oui, je l'ai vendu à 2 crétins qui m'ont acheté ça à bon prix. Ils n'ont pas vu qu'elle était vieille. Évidemment, les conspirateurs se fichaient éperdument de la qualité du cheval, parce qu'elle n'avait pas à bouger. Surtout qu'elle n'a pas bougé en plus. Donc, plus le cheval était vieux, plus il était ramolli, plus il y avait des chances que l'attentat réussisse. Donc, je me souviens encore d'eux parfaitement. Et ils donnent le signalement des acheteurs de la jument, de la vieille jument. La police a des fichiers déjà. C'est ce qu'on appelle la topographie Schwann. On retrouve à travers le signalement, car surtout Carbon avait des signes sur le visage assez distinctifs. Donc on retrouve le signalement des auteurs de l'explosion de la machine infernale. On a fermé Paris, les barrières de Paris ont été fermées. On a la police dégarnie à l'époque, il faut remplir une fiche, c'est a disparu fâcheusement. Et donc, on arrive à remonter jusqu'aux royalistes qui avaient fait l'explosion de la machine infernale. Vous voyez, Henri est le premier à inventer les indices et inventer en quelque sorte le roman policier. S'il n'avait fait que ça, mais Henri, car c'est ça qui fait le génie de ces Bouches Sèches, de ces Bertrand, de ces Dubois, de ces Pisse, ces gens admirables qui se connaissent leur métier et qui n'ont aucun scrupule par ailleurs. Henri se dit que c'est la fameuse formule « on ne fait pas de police avec des enfants de chœur ». Si vous envoyez recruter tous les enfants de chœur de Saint-Sulpice et les envoyer en face des manifestants sur les barricades, vous verrez qu'ils sont charmants, mais bon, ils ne tiendront pas le coup. Donc, Henri est le premier qui a l'idée d'utiliser des bagnards pour précisément combattre d'autres bagnards, parce que les bagnards connaissent tous les trucs. Et donc, ils sauront beaucoup mieux réagir qu'un enfant de chœur. Et donc, les bagnards, il va donc en sélectionner un, le premier, qui sera Vidocq. Et voilà donc Vidocq qui apparaît. En 1811, il est embauché par la préfecture de police. Il est embauché dans des conditions très particulières. C'est-à-dire qu'il ne faut évidemment pas dire « ça y est, tiens, nous l'avons ». Il n'est pas dans les états de la police, il n'a pas un signe officiel. Non, on le laisse s'évader. Et donc il s'évade. Il s'évade de la préfecture de police. De la rue de Jérusalem. Donc, on dit il est très fort, puis il s'était déjà évadé plusieurs fois, du moins c'est ce qu'il prétend, et donc son prestige est immense. Et donc le voilà lâché dans ce Paris que je vous ai évoqué, ce Paris des tapis francs, ce Paris de la cité, etc., des prostituées, d'individus louches, de chourineurs, etc. Et il repère un de ces criminels. Il dit, dis donc, il y a un coup qu'on peut faire. J'allais dire un casse, mais ce serait anachronique. Enfin, un coup qu'on peut faire, on va aller détrousser tel truc, toi, tu viens, alors on y va, je t'aiderai, je serai là. Alors on choisit le jour, l'heure, d'accord. Bien entendu, le voleur ne peut que faire confiance à Vidocq, l'homme qui s'est évadé de la préfecture de police, et donc, évidemment, il arrive sur les lieux du casse, et la police est là qui l'attend, et le prend en flagrant délit, et il est guillotiné. Vidocq sera surtout très efficace à l'égard d'une catégorie de criminels que je n'ai pas encore évoquée aujourd'hui, qui sont les faux monnayeurs. Les faux monnayeurs se sont considérés comme les pires ennemis du régime. Tout faux monnayeur pris est automatiquement guillotiné. Et le premier grand exploit de Vidocq, ce sera de faire arrêter Vatrin, qui avait échappé à tous les policiers, officiers de paix et inspecteurs sous les ordres d'Henri. C'est lui qui va le trouver et ainsi le faire arrêter. Vous voyez que les indices, les indiques, les agents doubles, tout ça, c'est l'époque qui débute avec Napoléon et la police. La préfecture de police est rue de Jérusalem et le jardin du préfet descend sur le quai des Orfèvres, le 36 quai des Orfèvres, qui naîtra plus tard, mais la police est déjà là, quai des Orfèvres. Alors, vous le voyez, cette police est admirable. Il faudrait aussi
évoquer les espions. Et rappelez Schulmeister. Schulmeister, le James Bond de l'époque, Schulmeister qui va notamment être mêlé à l'affaire Staps. Vous verrez comment il procède pour interroger Staps et lui tirer les renseignements les plus... qu'il espérait permettant de compromettre la cour autrichienne, mais ça, il n'y parviendra pas. Voilà, mesdames, messieurs, ce monde du crime et ce monde de la police anticriminelle à l'époque de Napoléon. Il faut donc conclure. L'histoire du crime sous Napoléon, je l'espère, n'est-elle pas aussi passionnante que celle des exploits de la Grande Armée? Oui, il y a Murat, il y a Ney, il y a Lassalle, chargeant les Autrichiens, les Russes et les Prussiens. Mais Fouché, Vidocq, Schulmeister, qui ont lutté après avoir contre des gens comme Fra Diavolo, comme la bande d'Orgères, comme Lahaye Saint-Hilaire, ça a quand même de la gueule. Et la preuve, c'est qu'ils ont inspiré, Fouché, Vidocq et Schulmeister, plus de films et plus de romans policiers que les braves Ney et Lassalle. Donc, ce sont eux qui méritent aussi l'attention et il est regrettable qu'on les ait pendant trop longtemps négligés. Seulement, oui. Vidocq, Schulmeister, Fra Diavolo, c'est l'envers de l'épopée napoléonienne. Alors évidemment, j'espère toutefois que vous me pardonnerez d'avoir évoqué cet envers de l'épopée napoléonienne au sein de la Fondation Napoléon. Je vous remercie.